La dernière fois, j'ai prétendu qu'une publication scientifique fortement fondée sur la p-value avait une conclusion plus probablement erronée que valide, à l'aide notamment d'un calcul bayésien. En particulier, Ioannidis et Johnson et de nombreux autres statisticiens affirment qu'on en est arrivé ici parce que trop de scientifiques comprennent mal ou abusent de la notion de p-value et ignorent, consciemment ou non, les conditions nécessaires pour un rejet fiable d'hypothèses. Aujourd'hui, on va essayer de clarifier encore un peu plus ce jugement sévère des statisticiens en nous attaquant cette fois-ci à la logique. Alors, pour clarifier, ce n'est pas la logique en tant que telle qui pose problème, quoique la logique est en fait loin d'être aussi logique que ce qu'on pourrait croire, comme on en a déjà longuement parlé dans une série précédente. Le problème fondamental, c'est la validité de l'application de la logique en sciences et en particulier à la notion de réfutation de théorie. En particulier, la réfutation de théorie suit la logique du raisonnement par l'absurde. Ainsi dit-on parfois une théorie scientifique T doit faire des prédictions X. Autrement dit, si T est vrai, alors on doit observer X. On note cela parfois, T implique X. Mais alors, si on observe une donnée D qui n'est pas X, alors on semble justifié à rejeter T. Autrement dit, on a alors non X implique non T. Ainsi, la science par réfutation va chercher à collecter des données D et si D est égal à non X, elle conclura que T est faux et doit donc être rejeté. En termes logiques, un tel rejet de T suit la règle du modus tollens. Et ça, en gros, ça revient à admettre l'équivalence entre une implication et sa contraposée. En particulier en mathématiques, ou du moins en mathématiques dites classiques, on utilise souvent cette équivalence entre T implique X et non X implique non T pour prouver des théorèmes. Cette contraposée est quelque peu perturbante. De prime abord, il ne semble pas si évident que T implique X et non X implique non T sont équivalents. En fait, intuitivement, quand on n'y est pas habitué, ça peut paraître même faux. Par exemple, il paraît raisonnable de dire que, sachant que 1 est un nombre positif, la proposition 1 plus 1 égale 2 implique 2 est positif est une proposition vraie. Cependant, la contraposée 2 est strictement négatif implique que 1 plus 1 est différent de 2 semble moins convaincante de prime abord. Bon, après je veux dire qu'à force d'entendre ça, quand on est mathématicien, on finit par l'accepter. En particulier, oui, en mathématiques, on considère souvent que si A est une affirmation fausse, alors A implique B est toujours vrai, quelle que soit la valeur de B. On nous le martèle même tellement souvent que beaucoup de mathématiciens ont fini par considérer qu'il s'agissait là d'un axiome indétrônable de la logique, voire qu'il s'agit d'une vérité évidente. Mais le problème est en fait plus profond que cela. Considérons la phrase suivante. Si la France avait gagné l'Euro 2016, alors les poules auraient des dents. Est-ce que cette phrase vous paraît vraie? Si vous vous efforcez d'appliquer les règles de la logique, il semble que la réponse devrait être oui. Certes, la conclusion de cette implication paraît fausse, mais sa prémisse est fausse. Oui, car pour rappel, la frappe de Gignac a malheureusement fini sur le poteau. Or, on a vu qu'une implication dont la prémisse est fausse est vraie. Perturbant, non? La logique nous suggère de conclure que oui, tout à fait, si la France avait gagné l'Euro 2016, alors les poules auraient des dents. Faut-il accepter cette bizarrerie de la logique? Faut-il reconnaître que la logique, c'est pas logique ou du moins pas intuitif? Mais bon, vu que notre intuition de toute façon est pourrie, autant faire confiance à la logique. Faut-il vraiment déférer notre jugement à la logique? La logique mérite-t-elle nos crédences? Ou n'y a-t-il pas un cadre de pensée dont la validité épistémologique serait supérieure à la logique? Bon, vous l'aurez compris, j'ai une idée de réponse à fournir à ces questions qui est influencée du bayésianisme. Oui, il me semble que la logique passe à côté de quelque chose d'important, quelque chose de crucial, quelque chose de fondamental pour penser juste. Et cette chose, c'est le conseil principal de l'éditorial des statisticiens sur la crise des statistiques. Acceptons l'incertitude. Nous vivons dans un monde complexe et il faut toujours envisager la possibilité que l'on se soit trompé. Malheureusement, le langage binaire de la logique est bien trop rigide pour parler adéquatement de l'incertitude. Un langage naturellement adapté à l'incertitude semble préférable. Et justement, le bayésianisme, l'objet de cette série de vidéos, c'est tout simplement faire du langage des probabilités le fondement du savoir. En particulier si la phrase « si la France avait gagné l'Euro 2016 alors les poules auraient des dents » sonne faux, c'est peut-être que malgré tout, il n'est pas déraisonnable de penser que la France pourrait avoir gagné l'Euro 2016. Après tout, cette connaissance se fonde sur notre mémoire. Et nos mémoires sont très faillibles. Et puis, qui sait si le Portugal ne sera pas un jour disqualifié pour, je ne sais pas, une affaire de dopage. La France pourrait avoir été déclarée vainqueur par défaut de l'Euro 2016. Alors oui, clairement, la crédence que j'ai en le fait que la France a gagné l'Euro 2016 est ultra négligeable. Mais elle n'est pas non plus tout à fait nulle. Dès lors, je peux envisager l'implication si la France avait gagné l'Euro 2016 alors les poules auraient des dents, sérieusement.
Et là encore, je vais commencer par traduire cette phrase en termes probabilistes. Ça donne la probabilité que les poules aient des dents sachant que la France a gagné l'Euro 2016 est quasiment égale à 1. Et là, tout de suite, ça paraît très faux. En langage probabiliste, la phrase « si la France avait gagné l'Euro 2016, alors les poules auraient des dents » paraît très loin d'être vraie car la probabilité conditionnelle associée ne semble vraiment pas être proche de 1. Ok, la logique n'est donc pas le bon langage pour parler du monde. Mais est-ce si grave de l'appliquer au cas de la science? Est-ce que l'équivalence entre une implication T implique X et sa contraposée non X implique non T doit être remise en cause? Pour répondre à cette question dans le cadre du bayésianisme, il nous faut d'abord traduire ces implications logiques dans le langage des probabilités et y ajouter le grain de sel probabiliste adéquat pour prendre en compte notre incertitude. Dès lors, l'implication T implique X devient probabilité de X sachant T est grande, tandis que non X implique non T devient la probabilité de A sachant non X est grande, où A est l'alternative à T. Est-ce que le fait que la probabilité de X sachant T est proche de 1 implique que la probabilité de A sachant non X est également proche de 1? L'équivalence entre une implication à grande probabilité et sa contraposée à grande probabilité demeure-t-elle valide? L'une des plus grandes jouissances intellectuelles de mes réflexions bayésiennes fut de découvrir que la réponse à ces questions peut être déduite de la formule de Bayes. Pour y arriver, je vous propose d'étudier la formule de Bayes des cotes pour le cas où la donnée observée D est égale à non X. On obtient l'équation suivante. La cote a posteriori de T contre A est égale à la cote a priori multipliée par le rapport de surprise. Et pour plus de détails, je vous invite à aller revoir les épisodes 14 et 15. Et alors, oui, en effet, si la probabilité de la donnée sachant la théorie est égale à 0, c'est-à-dire si la donnée est infiniment surprenante, alors la cote a posteriori de T sera nulle. On pourra alors rejeter T. L'équivalence entre implication et contraposée reste vraie si T n'a aucune chance de prédire D. Cependant, en pratique, notamment à cause de toutes sortes de biais expérimentaux possibles, mais aussi tout simplement parce qu'on effectue des prédictions probabilistes sur des données statistiques, la probabilité de la donnée sachant la théorie n'est jamais exactement égale à 0. Conclure de manière si binaire, c'est ce qu'on pourrait appeler le sophisme de la logique. En général, les lois de la logique ne s'appliquent pas. Dès lors, tout ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité de la donnée sachant la théorie est très faible. La donnée D est peut-être très surprenante sachant T, mais elle n'est jamais complètement inimaginable, en tout cas lorsque T est une théorie qui envisage la possibilité des erreurs de mesure, des fausses données et de toutes sortes de biais de sélection. Et dans ce cas, non, la cote a posteriori de T ne sera pas nécessairement très faible. En effet, pourvu que la donnée D soit tout aussi surprenante selon les alternatives A à T, ou pourvu que T est très crédible a priori, la théorie T pourrait même être très crédible a posteriori aussi. Il y a en fait de nombreux cas où malgré une donnée D hautement improbable, la théorie T demeure extrêmement crédible, y compris sachant D. Vous ne me croyez pas? Prenons des exemples. Dans l'épisode 12, on a parlé du cas de la parapsychologie où une donnée D était hautement improbable si on supposait la théorie T qui correspond à l'état actuel des connaissances en physique. Les données D furent-elles une raison suffisante pour alors rejeter la physique? Probablement pas. Pourquoi? Parce que la physique était hautement probable a priori. Elle demeure hautement probable a posteriori aussi. Autre exemple, dans l'épisode Le sophisme du procureur, qui soit dit en passant est en fait le même sophisme que le sophisme du logicien dont on parle dans cette vidéo, Hygiène Mentale a donné l'exemple du procès de Sally Clark. En supposant la théorie T de son innocence, la donnée D qui correspond au double décès de ses nouveau-nés est en fait hautement improbable. Néanmoins, encore une fois à cause de préjugés raisonnables à avoir sur l'innocence d'un individu, ces données ne suffisent pas à rejeter l'innocence de Sally Clark. Ces deux exemples montrent très bien en quoi des préjugés très marqués pour des raisons justifiées peuvent conduire à des contraposés dont le statut épistémique est en fait très distinct de l'implication originale. Quand on a des préjugés marqués à avoir, l'équivalence entre implication et contraposé s'effondre. Mais ce n'est pas le seul cas où ça arrive. Dans l'épisode 11 de la série sur l'IA, Hygiène Mentale et moi avions donné l'exemple du loto. En supposant que le loto n'est pas truqué ni biaisé, la probabilité de gagner au loto, qui aujourd'hui consiste à choisir 5 numéros parmi 49 et un numéro chance parmi 10, est égale à une chance sur 19 millions. Imaginons maintenant que je gagne au loto. Est-ce qu'il faut alors rejeter la théorie T selon laquelle le loto n'est pas truqué ni biaisé?
Eh bien, il faut bien reconnaître que la donnée D qui dit que j'ai gagné au loto est hautement improbable selon cette théorie, puisqu'elle est d'une chance sur 19 millions, ce qui correspond à plus extrême qu'un 5 sigma qui est le standard de la physique des particules. Selon ce standard, il faudrait alors rejeter la théorie T. Le problème, c'est que même si le loto était truqué, le fait que je gagne demeurera surprenant. En tout cas selon moi et en supposant que je n'ai pas moi-même truqué le loto. Oui, car dans la formule de Bayes, ce qui importe n'est pas juste la surprise de la donnée D sachant T, mais c'est aussi et surtout le rapport de surprise de la donnée D en supposant T et des alternatives à T. Plus généralement, raisonner en termes d'alternatives semble vraiment important pour ne pas donner d'importance à des données qui sont surprenantes selon à peu près n'importe quelle théorie. Imaginez qu'un homme sorte de chez lui à exactement 8h54 minutes, 13 secondes et 903 millisecondes. Quelle est la probabilité de cet événement? Clairement, il est très improbable qu'il sorte pile poil à cette heure-là, à la milliseconde près. Pour essentiellement toutes les théories T un tant soit peu crédibles a priori, la vraisemblance de cette donnée D est infime. Cependant, ce n'est pas parce que la donnée D est invraisemblable sachant une théorie T que T n'est plus crédible sachant D. La variation de la crédence de la théorie T ne dépend en fait pas uniquement de la surprise de la donnée D sachant T. Elle dépend des rapports de surprise de la donnée D sachant la théorie T par opposition à sachant des alternatives crédibles à T. Bref, j'espère vous avoir convaincu qu'en fait, très souvent non, la logique ne s'applique pas. En particulier, une quasi-implication n'est absolument pas équivalente à sa quasi-contraposée. Pour raisonner avec l'incertitude, certaines lois de la logique sont en fait parfois très contre-productives. En cela, il me semble adéquat de parler de sophisme de la logique. Pour raisonner avec incertitude, il semble préférable d'adopter le langage des probabilités, comme le propose le bayésianisme. La dernière fois, on avait parlé d'un modèle très simplifié des publications scientifiques pour essayer de voir quelle était la crédence à avoir en une publication scientifique. Et en particulier, j'avais conclu que bien souvent, en fait, les publications scientifiques ne semblent pas conduire à des résultats crédibles. Et ça, notamment à cause de l'a priori qu'on a souvent sur les publications scientifiques, qui, parce qu'on veut qu'une publication scientifique soit citée après avoir été publiée, fait qu'on a tendance à favoriser la publication de résultats davantage surprenants et du coup davantage peu crédibles a priori. Les écœurs très fait la remarque que du coup ça paraît assez difficile de défendre des conclusions scientifiques comme par exemple le fait que l'homéopathie n'a pas d'effet au-delà du placebo. En tout cas, si on est bayésien, la question importante à poser après avoir lu une étude scientifique, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut croire du coup, c'est comment je dois déplacer mon curseur de Turing, quelle est l'ampleur notamment de ce déplacement. Et le truc, c'est que chaque étude scientifique va déplacer légèrement ce curseur. Et s'il y a 100 études scientifiques qui font chacun déplacer ce curseur d'un bit, eh ben ça fera un déplacement de 100 bits. Même si vous étiez 20 bits d'un côté, vous finissez 80 bits de l'autre. Et un curseur qui est à 80 bits, ça donne une crédence, mais alors vraiment quasi sûre. Et là, on peut vraiment parler de au-delà de tout doute raisonnable. Bon, ça s'applique un petit peu moins à l'homéopathie, mais généralement aussi, je vous inviterai à parler un peu plus de taille d'effet, parce que un médicament peut avoir un effet, mais si cet effet, c'est un effet qui est à peine perceptible pour une personne parmi 1 million, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser toute votre attention, tout votre argent et tout l'argent du contribuable pour cet effet qui est vraiment minime, même s'il existe? Voilà, c'est très discutable et voilà, j'aurais tendance à vous encourager à parler un peu plus de taille d'effet. Space Phoenix demande aussi, devant toutes ces difficultés finalement à tirer des conclusions d'études même scientifiques, est-ce que finalement on n'observe pas une énorme étendue de notre ignorance et est-ce qu'on ne pourrait pas être triste lorsqu'on se rend compte de cette étendue de notre ignorance? Je pense que c'est vraiment un sentiment qu'on pourrait largement avoir parce qu'on a tendance à valoriser énormément le fait de savoir, d'avoir de la connaissance et d'acquérir la vérité. Et du coup, quand on voit qu'on faux sur énormément de choses, on se sent peut-être un peu perdu et très loin de cet objectif. Alors, je peux témoigner de mon expérience personnelle. Moi, personnellement, mon attitude par rapport à tout ça, c'est au contraire. Et j'ai appris petit à petit à trouver ça vraiment génial d'observer toute l'étendue de mon ignorance puisque ça me montre toute la marge énorme de progression que je peux faire. Et comme j'aime le sentiment de progresser, le fait de toujours mieux comprendre des choses, en fait ça me rend plus excité, joyeux qu'autre chose, ça montre des défis fabuleux à relever.
et du coup j'ai juste envie de me lancer dedans avec tout plein de curiosité. Il y a plein de choses à découvrir et ça me rend ultra curieux, donc moi j'aurais tendance à trouver ça vraiment génial en fait d'avoir une énorme étendue de mon ignorance, et je vous renvoie notamment vers la vidéo que j'ai faite. Vraiment la conclusion, c'est vraiment quelque chose que je ressens vraiment quand je me rends compte qu'un problème est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. J'ai tendance à trouver ça assez génial, surtout si ce problème est important. Alors je fais sans doute partie d'une extrême minorité avec ce sentiment d'émerveillement devant l'étendue de mon ignorance, et vous pourriez trouver ça un peu difficile d'avoir ce même sentiment que celui que j'ai. Et là je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite où j'ai parlé du fait de choisir nos émotions. Est-ce que la tristesse devant l'étendue de notre ignorance est vraiment une émotion qui est désirable, qu'il faudrait vraiment avoir, qu'on voudrait vraiment avoir? Ou est-ce que ce ne serait pas mieux finalement d'être plein de curiosité face à cette étendue de l'ignorance et de motivation face aux défis à relever pour réduire cette ignorance? Il me semble que assez clairement, il vaut mieux être curieux et motivé que triste, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler chez nous. C'est-à-dire que si on fait l'effort de se dire que il y a plein de choses à découvrir, d'avoir ce sentiment de curiosité, on peut finir par vraiment l'adopter soi-même. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et devant peut-être un certain pessimisme par rapport aux sciences qui est né des vidéos précédentes, la prochaine fois on parlera de qu'est-ce qui devrait être publié en sciences, et en particulier pourquoi finalement le fait qu'il y ait des résultats faux publiés en sciences n'est peut-être pas nécessairement quelque chose de si indésirable. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Exemple. Que nos ancêtres, il y a 4000 ans, aient pu construire ça, c'est trop peu vraisemblable. Donc, ce n'est pas les humains qui ont pu construire ça. Sophisme du procureur. Moi aussi je trouve ça étonnant. 140 mètres de haut. Mais ça aussi, c'est étonnant. Ce n'est pas une meilleure explication. Que mon cousin du bout du monde m'appelle juste le jour où je pensais à lui, c'est trop peu vraisemblable. Il n'y a pas de coïncidence. Donc, la télépathie existe. Sophisme du procureur. Moi aussi je trouve ça étonnant. On ne s'appelle presque jamais. Il y aurait quoi, une chance sur 1 million? Mais ça aussi, c'est très peu vraisemblable. Ce n'est pas une meilleure explication. Qu'un nuage de poussière cosmique sous l'effet de la gravitation forme ça, un monde propice à ma petite vie fragile, c'est trop peu vraisemblable. C'est donc que ça existe. Sophisme du procureur. Moi aussi je trouve ça très étonnant la façon dont se forment les étoiles et les planètes. Mais ça, ce n'est pas une meilleure explication. Tout ce vocabulaire de la réfutation ou de la contradiction est assez déplacé. C'est pertinent pour des sciences formelles comme les mathématiques ou la logique, on peut réfuter une conjecture mathématique par exemple. Mais pour les sciences expérimentales, les observations font plutôt quelque chose comme augmenter ou diminuer la crédibilité de telle ou telle hypothèse ou théorie.